Chers amis internautes, nous sommes toujours connectés et avec un réel plaisir de pouvoir vous entretenir. Déjà, nous vous disons merci parce que grâce à vos pouces, grâce à vos likes et à vos différents abonnements, cette chaîne fait son petit bonhomme de chemin, faisant énormément de bien à tous ces acteurs du monde sportif. Nous avons déjà fait l'intro d'un thème assez important qui était la maladie d'Osgood-Schlatter. Nous continuons ainsi aujourd'hui en abordant la compréhension de la physiopathologie de cette, entre guillemets toujours, maladie du sportif en croissance. La physiopathologie passe par une compréhension de l'anatomie tout autour de l'articulation du genou. Parce que comme nous l'avons dit, nous mettons la pathologie entre guillemets parce que de façon correcte, sauf complications ultérieures, la pathologie d'Osgood-Schlatter n'est qu'une séquence normale qui va intervenir dans une phase douloureuse du processus de croissance chez le jeune sportif. Ainsi donc, il est important, comme cela s'apparente à une pathologie du genou, que nous comprenions l'environnement et sinon l'anatomie succincte de l'articulation du genou. L'articulation du genou est l'une des articulations les plus complexes et l'articulation la plus grande qui mobilise un ensemble de mouvements dans plusieurs directions et dans plusieurs degrés spatiaux qui nous permettent de comprendre qu'elle est fondamentale pour l'homme, mais également aussi assez importante et indispensable pour tous les pratiquants de sport. L'articulation de genou va réunir essentiellement trois os, deux os longs et un os circulaire. Le premier os principal qui va venir en contact de l'articulation du genou, du fémur et sinon l'os de la cuisse. Après cela, le deuxième os long, l'os du tibia. Et enfin, le troisième os qui rentre directement dans l'organisation de l'articulation du genou, c'est la patella ou bien la rotule, qui est cette forme d'os rond qui est en avant du genou. Il faut savoir que le quatrième os n'est pas directement en contact avec l'articulation du genou. Il s'agit du péroné ou bien de la fibula qui est l'os fin qui est juste derrière l'os du tibia. Et comme nous l'avons souligné également, les muscles squelettiques sont l'ensemble de ces muscles qui vont se fixer sur les différents os humains au travers de ce qu'on peut appeler des manchons fibreux qui sont appelés les tendons. Voici déjà de façon succincte ce qu'il y a comme organisation au niveau de l'articulation du genou qui va expliquer la survenue de cette pathologie de Osgood-Schlatter. Comme vous l'avez remarqué, nous n'entrons pas dans l'articulation du genou parce que cela n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais l'articulation du genou au-delà des autres ligaments qui sont les ligaments croisés, antérieurs et postérieurs, les ligaments latéraux qui constituent les éléments essentiels de stabilisation de l'articulation. Un tendon va être à l'origine de cette pathologie qui dérange le jeune sportif en croissance. Le muscle principal dont l'ancrage va se terminer au niveau de ce qu'on peut appeler la tubérosité tibiale antérieure, c'est le muscle quadriceps. Ce muscle quadriceps est le muscle puissant et principal muscle qui se trouve à l'avant de la cuisse et qui permet de réaliser un grand nombre de mouvements au niveau de l'articulation du genou de façon essentielle. La terminaison tendineuse de ce muscle va connaître deux trajets importants. Un trajet qui va être fixé au-dessus de la rotule que nous pouvons appeler le tendon quadricipital sus-rotulien ou sus-patellaire, et en dessous de la rotule ou de la patella, il va avoir un autre prolongement de ce puissant muscle quadriceps qui est appelé le tendon sous-rotulien. Il va prendre son ancrage final inférieur au niveau de cette partie importante qui est le siège de la maladie d'Osgood-Schlatter. C'est le lieu de fixation du tendon sous-rotulien qui est appelé la tubérosité tibiale antérieure.
Ce lieu d'ancrage du tendon sous-patellaire permet d'établir ce qu'on peut appeler le diagnostic différentiel entre une pathologie du genou de façon concrète et la maladie d'ostéochondrose de croissance de Osgood-Schlatter. En comparaison des autres pathologies du genou, la douleur va siéger essentiellement en dessous de la rotule et non à l'intérieur de l'articulation où l'on peut soupçonner une atteinte, par exemple, du ménisque ou bien une atteinte des pivots centraux que sont les ligaments croisés antérieurs et les ligaments croisés postérieurs. Cette zone de localisation va être essentiellement caractérisée dans certains cas et sinon le plus souvent dans les cas de maladie d'Osgood-Schlatter par ce qu'on peut appeler une augmentation de la tuberosité qui est caractérisée par une sorte de déformation au niveau de ce lieu où va se fixer le tendon inférieur ou le tendon sous-rotulien. L'anatomie de tout l'environnement au niveau de la tuberosité tibiale avec les différents muscles, sinon le principal muscle très puissant du quadriceps va expliquer en partie la survenue de cette pathologie entre guillemets. La traction du muscle quadriceps dans la réalisation de tous les mouvements que va solliciter la pratique d'une activité physique sportive va entraîner une certaine pression, une certaine tension qui va entraîner une zone de douleur au niveau de la tuberosité tibiale antérieure. Parce que comme nous vous l'avons déjà expliqué dans la première vidéo d'introduction, à ce niveau et sinon au col tibial se situe ce qu'on peut appeler les noyaux d'ossification au travers de ce qu'on a appelé les cartilages de croissance. Les cartilages de croissance sont ces éléments fibreux transparents que nous pouvons voir au bout des os qui sont les foyers d'initiation de l'ossification. Ainsi, ce sont ces lieux cartilages de croissance qui vont être progressivement transformés en os calcifiés et donner la consolidation finale du tissu osseux. Mais avant la consolidation finale du tissu osseux, ces zones sont des zones de fragilité, des zones en progression, des zones en ossification qui vont malheureusement aussi expliquer les zones de fragilité à la base de la maladie de l'ostéochondrose de Osgood. Il ne faudrait pas également oublier la pratique de l'activité physique et sportive au travers des sauts, des bonds, des changements de vitesse, des frappes qui vont constituer des sources de micro-traumatismes qui vont encore venir fragiliser cette zone en pleine croissance. Il faut également aussi donner des facteurs qui vont expliquer malheureusement la survenue de cette pathologie. Il s'agira malheureusement de la pratique de l'activité physique sportive sur des surfaces qui malheureusement n'amortissent pas les chocs et n'amortissent pas le poids de l'athlète. Donc la pratique de l'activité physique sportive sur des surfaces dures va entraîner une augmentation de l'intensité de ces micro-traumatismes sur la tuberosité tibiale chez le jeune pratiquant. D'où l'importance pour les différentes disciplines sportives de pouvoir disposer d'infrastructures assez homologuées et de parquets assez consistants qui puissent dans leur conception, accueillir et amortir les différents chocs et micro-traumatismes au niveau de la pratique sportive chez les jeunes sportifs. Il faut souligner les mauvais équipements traduits par des chaussures inadaptées qui vont malheureusement limiter l'absorption du poids et l'absorption des forces au niveau de la réception des sauts et au niveau de la réception de tout ce qui est constitué par le poids du jeune sportif. Fidèles membres abonnés de nos différentes pages, nous vous disons merci et surtout à très bientôt et faites-en un maximum de partage.